retrouve pour une petite table ronde organisée avec donc les éditions Erol, avec Maud Le Floch, Franck Morizur de la médiathèque d'Eure-et-Loir et Nicolas Leluerne de Canopée. Donc on va parler d'édition des bibliothèques et du numérique. Voilà, donc on va faire une petite table ronde. Chacun va se présenter déjà pour commencer un peu, présenter un peu son métier, et puis après on va enchaîner les questions sur le numérique assez rapidement. Bonjour, donc, je travaille en effet à la médiathèque départementale d'Eure-et-Loir, donc qui est un service du conseil départemental. Donc comme toutes les bibliothèques départementales qui existent dans presque tous les départements de France, on a pour mission d'accompagner les bibliothèques dans les communes de moins de 10 000 habitants. La mission principale, pour rejoindre assez rapidement notre propos aujourd'hui, la mission principale, c'est vraiment de faciliter l'accès pour tous les habitants aux ressources culturelles, aux ressources documentaires. Donc la chose la plus simple, c'est qu'on se dit, j'habite dans une petite commune, je veux avoir accès à des livres. Donc bien entendu, nous on met à disposition des fonds de livres principalement, CD, DVD, etc. Tout ça évolue bien entendu avec les innovations, avec ce qu'on appelle les pratiques numériques, avec Internet qui est présent partout. Ça a forcément donc une grande influence sur le travail des bibliothèques qui doivent se réinventer pour être un peu plus en phase finalement avec les pratiques des habitants, avec les besoins aussi des habitants. Donc nous, hormis ce travail qui représente bien entendu 80% de notre activité, qui consiste finalement à mettre à disposition en effet avant tout des livres dans les bibliothèques directement aux usagers, on s'est adapté aussi, on a mis en place donc ce qu'on appelle nous un portail documentaire, mais donc c'est un site internet où on va retrouver le catalogue de tout ce qui appartient à la médiathèque départementale, mais aussi le catalogue finalement de 85 bibliothèques, petites bibliothèques de notre département, qui ont leur catalogue en ligne aussi, donc accessible pour leurs adhérents. C'est-à-dire que depuis quelques années, en l'occurrence depuis 2012, les adhérents de ces bibliothèques donc, peuvent directement réserver, enfin consulter le catalogue, réserver, etc., avoir une pratique numérique avec leur bibliothèque qui, elle, dans son équipement, finalement, dans son local, en général, peut être un petit local de 20 mètres carrés avec 4 étagères et quelques livres. Donc là, on est déjà dans un rapport à la bibliothèque qui est un petit peu différent, qui permet à des usagers qui ont tendance peut-être à se détacher beaucoup de la petite bibliothèque de la petite ville ou du petit village, peut-être d'y revenir ou d'y rester en tout cas pour se dire « Ah, c'est bon, j'ai toujours accès aux livres ». Et notre intérêt, c'est vraiment celui-là. La deuxième étape, finalement, c'est que depuis quelques années, donc principalement depuis 2017, on est allé un peu plus loin en se posant la question justement du livre numérique. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Est-ce qu'il y a des usagers finalement que ça intéresserait ? Donc on a tenté le coup et on a mis en place du coup un service, donc une offre de livres numériques que ces mêmes usagers du coup peuvent télécharger directement sur notre site internet. Donc là, d'un coup, encore une fois, c'est l'usager, c'est l'habitant qui a un nouveau rapport encore à sa bibliothèque, qui d'un coup va juste pianoter sur son ordinateur. La plupart d'ailleurs le font dans la bibliothèque et ne le font pas de chez eux. C'est important de le noter parce que ce qui nous touche aussi beaucoup, c'est que les gens continuent à aller dans les bibliothèques, bien sûr. Maintenant, c'est une facilité d'un coup qui les intéresse. Donc ils réservent des livres, ils vont les chercher dans leur bibliothèque, et puis ils vont donc en effet pouvoir directement télécharger un livre et puis le télécharger sur leur liseuse et avoir encore une fois une pratique simplement de lecture, et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc pour donner juste quelques chiffres avant de repasser la parole, mais c'était juste pour toucher au sujet qui nous intéresse, aujourd'hui ces emprunts de livres numériques, ça concerne à peine 1% bien entendu de l'ensemble des emprunts qui peuvent être faits par des usagers. C'est faible, maintenant ça augmente progressivement, mais nous notre intérêt il est forcément pas de faire du chiffre comme on dirait, mais simplement ce qui nous rassure en tout cas, c'est de se dire qu'on a mis ça en place et on voit que ça intéresse en tout cas des personnes. On a 3 fois plus d'adhérents du coup en un an là, qui ont connu le service, qui l'ont essayé, qui se sont dit bah oui tiens en fait ça m'intéresse. Et la petite chose importante à bien noter, c'est surtout qu'en posant un certain nombre de questions dans les bibliothèques, en essayant d'évaluer finalement ce qu'on proposait, on se rend compte surtout que le livre numérique
en soi n'amène pas de nouveaux lecteurs dans les bibliothèques. C'est tout simplement, en général, la plupart des personnes qui lisent des livres numériques sont des personnes qui lisent énormément de livres déjà au départ. On est vraiment juste, enfin voilà, parfois c'est des idées reçues, justement, où on se dit tiens, les jeunes, ils vont adorer ça. Un ado qui ne lit pas ne lira pas sur un livre numérique. S'il ne lit pas, il ne lit pas, tout simplement. C'est vraiment quelque chose au moins une idée reçue qu'on a pu casser assez rapidement. En revanche, on est vraiment sur voilà, cette possibilité d'avoir un service en plus. Je suis grand lecteur, je vais dans ma bibliothèque, mais mon livre n'est pas disponible parce que tout ce que je veux n'est pas toujours disponible puisque c'est libre d'accès, donc c'est emprunté, et tant mieux. Plus ça sort, mieux c'est. Mais par contre, voilà, je peux quand même y avoir accès parce que j'ai ce livre numérique. Donc voilà, nous l'intérêt, on l'a vraiment trouvé à ce niveau-là et en termes d'usage du lecteur en lui-même. Et de pouvoir répondre à un besoin réel sans en faire surtout, parce que ça c'est un débat que moi je trouve assez stérile, mais que j'entends encore assez souvent, de se dire ah bah oui mais attention, le livre numérique va tuer le livre papier. À notre niveau, on est à peu près persuadé qu'on est très loin de là. Mais bon, il y a plein de sons de cloche à ce niveau-là. Merci Franck pour cette présentation et de ce que fait la médiathèque d'Eure-et-Loir et quels sont les ressentis pour l'instant. Donc on a Maud avec nous, Maud Le Floch des éditions Erol. Donc les éditions Erol, ce sont ces magnifiques livres qui reproduisent des gravures anciennes, mais vous faites aussi, je crois, beaucoup de collections. Donc t'as un micro juste là. Merci Adrien. Alors, les éditions Erol, en fait, nous sommes spécialisés dans le livre pratique, livre technique. C'est ça. Beaucoup de BTP, c'est ce pourquoi nous avons été connus à l'origine. Mais nous faisons aussi beaucoup de livres techniques sur la photographie, l'informatique, du développement personnel et depuis très peu de temps du roman. Donc en fait les éditions Erol, là-dessus on a été un peu un pionnier dans le livre numérique. On a tout de suite pris ce pli-là parce que forcément le livre technique et le livre pratique a une très forte concurrence d'Internet. Beaucoup de gens commençaient à trouver leurs informations sur Internet, donc il fallait qu'on s'est dit que le pli du numérique était quelque chose à prendre extrêmement rapidement. C'est ce qu'on a fait. Actuellement, nous convertissons quasiment 80% de notre catalogue en numérique. Les 20% qui restent, ce ne sont pas pour des raisons techniques, ce sont pour des raisons de droit d'auteur, tout simplement. Nous convertissons nos livres sous 3 formats. Les 3 grands formats que vous trouverez dans le numérique, qui sont le PDF web, l'EPUB et le Mobi, qui est le format propriétaire d'Amazon. Pour nous, éditeurs, surtout en tant qu'éditeurs techniques, la grande problématique, c'est la conversion. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas ce que nous appelons du pure player, nous ne faisons pas de produits numériques simples. Généralement, un livre numérique, ça va toujours être la conversion du papier. On utilise rarement, on a essayé, mais il n'y a pas d'accroche. Le livre numérique ne peut pas vivre sans une approche papier à l'origine. C'est vraiment une histoire de consommation, d'habitude de consommation et on fait pour que le lecteur y trouve son compte s'il le souhaite. On a souvent des demandes d'ailleurs, si les livres ne sont pas convertis en numérique, on nous les demande. Actuellement, le livre numérique en France a une petite part. Tous les éditeurs, quasiment, vont faire du livre numérique, mais ça va représenter peut-être 8% du chiffre d'affaires, qui, contrairement aux États-Unis où il y avait eu un grand boom du livre numérique, où on était parti jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. En France, en fait, on a dénoté toujours une légère augmentation, mais ça n'a jamais eu ce grand boom qu'on attendait. Néanmoins, on continue toujours à enregistrer une augmentation, une consommation du livre numérique qui est présente. Donc pour nous, le challenge, c'est donc la conversion de base, surtout dans le livre technique, c'est la maquette qui est toujours très difficile à rendre pour qu'elle soit le plus lisible, la plus compréhensible possible, qu'elle soit surtout la plus interopérable possible, c'est-à-dire qu'elle passe partout, parce que quand nous faisons un livre numérique, on ne sait absolument pas
qui va être l'utilisateur, où est-ce qu'il va lire ce fichier, sur quels ordinateurs, sur quel device il va lire son livre. Ça peut être très bien sur les petits readers noir et blanc que vous connaissez, ou sur une tablette Apple, ou ce qui est beaucoup mieux pour nous parce que c'est beaucoup plus simple, ça paraît vachement mieux, mais ou tout simple, ou sur Amazon qui à lui seul représente quasiment pour beaucoup d'éditeurs 30% du marché. Donc on est constamment en fait à devoir adapter notre maquette de manière à ce qu'elle passe sur le plus grand nombre d'appareils possible, et c'est la plus grande problématique que nous avons. Nous essayons actuellement, comme beaucoup de maisons d'édition, de trouver une ouverture, de trouver des nouvelles choses à faire dans l'applicatif, ou tout simplement se servir du numérique comme d'un outil pour mieux appréhender son livre papier. Nous avons notamment publié des applications qui sont des organisateurs pour aider au grand livre de la grossesse, où on travaille aussi sur de la réalité augmentée, sur des tas de choses qui nous permettent de faire évoluer en parallèle le papier, le numérique, ou même de trouver tout simplement des nouveaux marchés. Voilà. Merci Maud. Donc Nicolas de Canopée, donc qui est une bibliothèque pour des enseignants. Est-ce que le livre numérique fait disparaître le livre papier dans les écoles ? Alors, les ateliers Canopée, c'est un éditeur scolaire. Donc on fait de l'édition, alors pas éditeur scolaire, on fait de l'édition. On est aussi un centre de documentation et on est également ce qu'on appelle un learning center. En fait, je crois que pour vous expliquer globalement, il y a 5 ans, les ateliers Canopée, ça s'appelait des CDDP, des centres départementaux de documentation pédagogique, où finalement on était simplement un distributeur de livres, entre guillemets. Quelqu'un venait chercher une ressource et la prenait. Il y a 5 ans, on a changé de modèle, on s'est transformé en Learning Center, c'est-à-dire un endroit où finalement on s'appuie sur les ressources pour accompagner le projet des enseignants. C'est un petit peu la vocation du Canopée. Et effectivement, aujourd'hui, nous, c'est une vraie question, cette question des ressources numériques. Pas seulement les livres, mais à peu près toutes les ressources numériques, parce que aujourd'hui, finalement, on a le sentiment que si l'avenir est peut-être là-bas, on n'y est pas tout à fait. Je ne sais pas si on devance déjà quelque chose, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà aujourd'hui, les enseignants, ils augmentent eux-mêmes les livres. Il y a des exemples sur Internet où des enseignants utilisent comme des applications comme Aurasma, où en fait, à partir de leurs livres, ils prennent une photo et ils font ressortir quelque chose pour les élèves. Pour en revenir plutôt au livre numérique, effectivement, aujourd'hui, on ne remarque pas un boom de la lecture des ressources numériques chez les enseignants. J'ai presque envie de dire au contraire, ils sont très attachés au format classique de l'édition numérique. Et finalement, pour nous, ça pose la question de la plus-value du livre numérique par rapport à un livre normal. Sachant que quand on regarde les nouveaux usages, le podcast, le streaming, les vidéastes aujourd'hui sont vraiment des gens qui amènent de la ressource. On s'est modifié aussi parce que finalement Internet ce n'est pas qu'un endroit d'une ressource, c'est un endroit où on habite. On a une identité professionnelle, on y a plusieurs identités. Facebook c'est l'État le plus grand du monde, il y a même le Danemark aujourd'hui a un ambassadeur au GAFAM. Donc toutes ces questions-là on se les est posées et c'est ce qui nous a obligés finalement à muter. Et effectivement aujourd'hui ce qu'on remarque c'est que les élèves lisent pas forcément plus. Ils regardent peut-être des vidéos, ils se renseignent autrement. Et nous, la question, c'est finalement pas de la question de la ressource, c'est comment on y accède et comment on a une grille de lecture sur cette ressource, peu importe qu'elle soit numérique ou pas. Et après, l'autre question pour nous, c'est comment un enseignant qui souhaiterait ou quelqu'un de la communauté éducative, parce qu'on s'adresse aussi aux parents d'élèves, etc., comment l'aider finalement, s'il a le désir d'être un lecteur sur livre numérique, comment l'aider à s'acculturer à ce nouvel outil, puisqu'il y a une vraie question, c'est quand j'achète un livre, je vais l'acheter tant d'euros, mais je n'ai pas de portail. Quand j'achète un livre numérique, il me faut donc une liseuse. Donc il faut faire le choix de la liseuse. Et cette liseuse, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce que psychologiquement, j'ai envie d'acheter un livre sur une liseuse? Parce que je dois acheter 2 choses. Une liseuse d'abord avec un coup, et puis après un livre. Et puis, tout le monde dit du drag and drop, du machin comme ça, sauf que pour un enseignant lambda, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la culture numérique, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait? Et pour moi, il y a une dernière chose sur laquelle nous, on se base, et c'est les humanités numériques. La question du livre numérique pose aussi la question des humanités numériques, puisqu'aujourd'hui, on génère de la data.
comment on fait des recherches sur un livre numérique, comment je vais compiler ce que je fais. Et puis il y a une dernière chose, c'est que, juste pour donner une illustration, une intelligence artificielle, elle arrive en 6 heures à faire ce que fait un avocat en plusieurs années sur la jurisprudence. Voilà. Comment on aborde ce livre numérique et quelle est la place de l'humain là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Il y a beaucoup de travail. Du coup, Franck, tu peux répondre à la question que Nicolas posait sur les outils, parce que dans le territoire d'Eure-et-Loir, il y a effectivement Chartres, donc des grandes villes, mais après des territoires qui sont assez éloignés des ressources numériques. Donc, quelles sont les propositions de la médiathèque d'Eure-et-Loir pour ses adhérents ? Oui, parce que je ne vais pas répondre à la toute dernière question où on partait beaucoup plus loin. Mais en effet, oui, le défi, à partir du moment où on se disait il faut pouvoir proposer quelque chose aux usagers, le défi, c'est de faire en sorte que dans les bibliothèques, en effet, donc, de notre département, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui sont pour beaucoup des équipements qui ont très peu de moyens, qui sont gérés par des bénévoles, qui font un boulot formidable, mais qui en effet... ne sont pas en train de faire leur métier à proprement parler, donc manque de formation et donc comme je disais manque de moyens, manque d'outils en effet. Pour pouvoir donner envie aux usagers, aux habitants finalement d'utiliser tous ces outils, il faut bien pouvoir informer, former, acculturer comme on dit. Et donc pour cela en effet, alors il y a déjà de notre part un gros travail de formation tout au long de l'année, donc des bibliothécaires. On ne peut pas malheureusement former en plus tous les adhérents des bibliothèques. Ça n'est pas tout à fait dans nos moyens malheureusement. Mais il faudrait qu'on tende à ça aussi. C'est-à-dire permettre, en revanche, notre défi, c'est de pouvoir permettre aux bibliothèques de pouvoir proposer des temps justement de sensibilisation, d'initiation, voire un peu plus dans les bibliothèques. Donc en l'occurrence, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on met aussi à disposition des bibliothèques, on leur prête des liseuses, on leur prête des tablettes. Les liseuses, en effet, pour qu'elles puissent permettre à leurs usagers de télécharger en effet des livres numériques, qu'elles puissent elles-mêmes télécharger et proposer ces liseuses, qu'elles puissent avec les tablettes pouvoir faire tester les usages. C'est juste du test finalement, comme on disait, c'est de l'acculturation. Et on commence aussi d'ailleurs à proposer des petits temps dans les bibliothèques, qui sont des temps qu'on présente comme des temps d'animation, mais qui finalement sont des temps de formation auprès directement des usagers, donc des temps publics, des mercredis après-midi, des samedis après-midi, où on commence à proposer aussi, venez tester, venez dans votre bibliothèque, venez tester la liseuse, venez tester la tablette et voir l'offre de presse en ligne aussi. Enfin voilà, c'est un autre usage, une autre ressource, mais qu'on propose aussi depuis 2 ans. Pour pouvoir en effet s'acculturer. Nous, ce dont on se rend compte justement, c'est que, on essaie d'évaluer un petit peu ce qu'on fait, c'est toujours rassurant parfois, mais en effet, c'est que toutes les bibliothèques où on a été proposé ces temps-là en effet de formation, forcément derrière, on a des usages qui augmentent. Et tous les endroits où on n'a pas été formé, on a beau mettre des ressources à disposition, ça ne loupe pas, les pratiques ne changent pas. Les usagers ne s'emparent pas de ces outils. Donc il faut passer toujours par l'humain, il faut passer toujours par le temps de la discussion, de l'apprentissage, de l'acculturation, comme on dit, au moins de la sensibilisation pour que des personnes se disent « Ah oui, tiens, je vais peut-être tester ce nouvel outil ». Et après, libre à chacun, en effet, de se l'approprier ou pas. Mais c'est vrai que par contre, il reste toujours cette question de comment on utilise Internet, comment on utilise, on en parlait là, justement sur tout ce qui est du domaine du documentaire, de la ressource pédagogique. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces ressources qu'on a à disposition? Et là, il y a tout un enjeu sur l'éducation aux médias et à l'information. Mais il y a d'autres personnes pour en parler aussi. Moi, quand je vous écoute, je suis un peu inquiet parce que le livre numérique se développe, mais j'ai l'impression qu'il ne sert pas à un public particulier. Pourtant, il y a quand même des publics qui sont intéressés par des livres numériques. Tout à l'heure, tu parlais de l'enseignement. Je pense que les enseignants ont numérisé des livres pour les rendre plus accessibles à certaines populations. Ça se fait aussi avec des instituts particuliers. Et je crois que Maud aussi, tu m'as évoqué de ce sujet-là chez les éditions Erol, que le livre numérique avait un véritable intérêt chez les malvoyants. Oui, tout à fait. Je fais aussi partie d'une commission qui s'appelle Normes et Standards au sein du syndicat national de l'édition.
Et en fait, nous travaillons actuellement en collaboration avec un consortium de maisons d'édition à faire en sorte que tous les livres qui vont sortir à l'horizon de 2024 soient nativement accessibles aux handicapés. En fait, c'est que nous allons rajouter à l'intérieur des ouvrages un certain nombre d'identifiants, c'est-à-dire que on va identifier les titres, on va identifier les sous-titres, on va identifier les images pour lesquelles on va leur donner en plus une description. Et en fait, quasiment tous les appareils actuels ont ce qu'on appelle un accès vocal qui fait qu'ils fonctionnent pour les handicapés. Vous mettez ça, c'est chez Apple, je crois que c'est VoiceOver que ça s'appelle par exemple. Vous déclenchez ceci et en fait, quand vous êtes sur votre tablette, il vous dit oralement où est-ce que vous vous situez, sur quelle application vous êtes, vous tapez dessus. Voilà. Et en fait, on en a beaucoup discuté avec les associations qui s'occupent justement de la conversion du livre numérique, parce que nous travaillons naturellement en collaboration avec ces associations. Et donc en fait c'est un vrai plus pour l'accès aux handicapés à toute une littérature à laquelle ils n'ont pas accès. Il y a le livre audio naturellement, mais on ne peut pas forcément faire en livre audio un livre technique sur l'informatique. Donc là actuellement nous sommes en train d'essayer de faire nos livres informatiques en utilisant ces méthodes. C'est un vrai défi, c'est un coût, c'est beaucoup de travail, mais donc c'est quelque chose à laquelle les éditeurs se sont engagés et en plus de toute façon ça sera une norme européenne à l'horizon de 2024. Voilà, donc c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons beaucoup actuellement. Donc le livre numérique a aussi cet avantage, c'est qu'il va pouvoir aussi donner un nouvel accès au livre. En fait, je pense que c'est la question du pourquoi et de la plus-value. Je pense que c'est un peu comme l'innovation. Quand on change quelque chose, c'est parce qu'on a un problème. L'innovation nous permet de résoudre ce problème. Je crois qu'à la Bêta Machine, vous êtes les témoins de ça. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'inclusion, l'inclusion, c'est vraiment un levier très important. Le livre numérique et ce que tu proposes là, c'est vraiment très important parce que ça va rendre accessibles les choses. Maintenant, moi, lecteur, quelle est la plus-value pour d'acheter un livre numérique? C'est une vraie question. Ça va répondre à un problème de place, mais c'est parfois pas suffisant. Aujourd'hui, en fait, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est d'avoir un livre transmédia. Ou non seulement... Enfin, si on prend, par exemple, je crois que c'est le New York... c'est le Washington Post ou je ne sais plus lequel des deux. En fait, aujourd'hui, ça marche bien, l'édition numérique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la reproduction de l'édition papier. Il y a une vraie plus-value derrière. Quand je vais sur ce truc-là, j'ai soit du streaming, soit du podcast. Le storytelling est extrêmement bien travaillé. Voilà, c'est la question du sens aussi de ce qu'on fait. Je crois que à chaque fois qu'on essaye de reproduire quelque chose à l'identique, c'est pas de l'innovation, c'est de la reproduction. Et donc la question de la plus-value se pose. Honnêtement, c'est un peu la même question qu'on pose entre un clavier et puis taper sur un écran. Et même écrire. Entre écrire avec un crayon, taper avec un clavier ou écrire sur un écran, plus-value zéro, innovation zéro. C'est simplement, on fait les choses autrement. Par contre, si on fait du transmédia, pour moi, là, il y a de l'innovation parce qu'on va apporter quelque chose en plus à l'usager. Et c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on apporte à l'usager. Moi, j'ai juste un chiffre là, que je trouve intéressant. Il y a une étude en février 2018 d'OpinionWay qui disait que sur un panel de 2001 personnes, il y a 1/5 d'elles déclarent avoir déjà lu en partie ou en totalité un livre numérique. Ça, c'est pas le plus intéressant. 5% l'envisagent réellement de passer à la lecture en livre numérique. Par contre, 75% des gens ne se projettent pas dans cette lecture. Et ça, c'est une vraie question. Ça veut dire que si on sort du livre technique, parce que le livre technique, pour plein de raisons, c'est pratique, parce que quand on est dans un établissement scolaire, dans un atelier par exemple, c'est vrai qu'avoir un livre technique en termes de place, en termes de sécurité, en termes de plein de choses, c'est très pratique. Par contre, le vrai levier de croissance, entre guillemets, c'est vous, moi, tous là. Et ce levier de croissance-là, si on n'apporte rien de plus, est-ce que je vais acheter un livre numérique? Peut-être pas.
Moi, par exemple, je suis un bon témoignage et je vais y passer parce que j'ai plus de place chez moi. Mais si je redéménage un jour, peut-être que je vais repasser au livre papier parce que j'ai une certaine forme d'appétence à ça. Voilà. Pardon, justement pour donner quelques exemples, c'est vrai que en tout cas sur la fiction, donc sur le roman principalement, c'est vrai que quand on va justement se déplacer dans la bibliothèque et essayer de donner envie, mais c'est pas, encore une fois, c'est vraiment pas, enfin à mon sens, c'est vraiment pas un objectif en soi que les gens se mettent à lire en numérique. Mais c'est vrai qu'en effet, les arguments sont là. C'est à qui ça peut servir de lire un livre numérique d'une façon très simple. Nous, en effet, c'est le pourquoi, pour quel usage. Donc c'était de dire, voilà, votre adhérent dans votre bibliothèque aimerait bien lire ce livre papier, mais il n'est pas disponible, il est emprunté. Hop, en numérique, c'est dingue, vous avez juste à cliquer, ça arrive et vous pouvez le lire. Ça, c'est un premier usage. Deuxième usage, un truc assez classique, mais alors on est vraiment dans le concret le plus total. Vous prenez le train tous les jours, vous avez besoin de lire, vous êtes grand lecteur. C'est en général, encore une fois, des grands lecteurs qui sont concernés. Ben, voilà, forcément, lire en numérique, c'est plus simple, voilà, c'est pas encombrant, c'est pratique. Je pars en vacances, ça va être mon cas aussi, j'en emporte 10 dans ma liseuse qui m'accompagne même ici, c'est formidable. J'en emporte 10 et je vais pouvoir les lire en vacances. Forcément, sinon, dans ma valise, ça me pose beaucoup de soucis. On est sur du concret comme ça, sur des choses extrêmement pratiques. Le reste de l'année, finalement, on comprend au contraire tout à fait que les mêmes personnes finalement vont lire sur papier parce que c'est ce qu'ils aiment, c'est juste le plaisir, c'est le plaisir du toucher, c'est voilà, c'est le côté sensuel de la lecture. À côté de ça, je vais juste donner un petit exemple par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, puisqu'on parlait un peu des livres aussi, de la réalité augmentée qu'on peut utiliser, ce genre de choses. C'est vrai que ça, ce sont beaucoup d'expériences qui se développent énormément aussi dans les bibliothèques, dans l'animation en direction beaucoup des enfants. Alors pas que, mais c'est vrai que beaucoup de belles expériences à partir de livres en réalité augmentée qui permettent de partir d'un livre, alors souvent qu'on utilise d'ailleurs en support papier. Et donc le principe de ces livres sont souvent qu'il y a une application en fait qui est reliée, qui a été créée à partir de ce livre et qui permet du coup d'utiliser une tablette, de se pencher sur parfois un album, on va dire tout simple, et d'avoir plein d'animations qui se passent autour de ça. Et le regard de l'enfant assez jeune, alors ça marche aussi pour des plus grands, on peut être vite émerveillé, mais qui va voir son livre qu'il passionnait peu au départ, qui se met à s'animer, qui se met à lui raconter une histoire féerique. C'est là on se dit tiens, on a gagné quelque chose en innovant, en créant une innovation autour de ce livre. Même si en effet dire j'augmente mon livre, c'est aussi, je prends ce livre-là qui vous barbe un petit peu, mais je suis enseignant, par exemple, je suis prof de français. Non, c'est pas mon cas, mais le prof de français qui prend son livre et qui le met en scène. C'est un petit peu ça aussi. C'est aussi augmenter le livre. Quelque part, c'est pas juste de l'outil. Je voudrais juste réagir un petit peu à cela. Alors oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on a quand même une problématique et une réalité de marché qui est présente. Et pour nous, par exemple, j'ai un exemple très concret. Nous avons publié maintenant il y a quelques années un livre sur le TOEIC pour booster son score au TOEIC, sur laquelle nous avions mis des quiz interactifs avec apparition de réponses, des pistes audio qui se lisaient. Franchement, un très beau livre, mais qui dans les faits déjà ne fonctionne que sur Apple. Que nous ne pouvons pas vendre sur Amazon parce que Amazon ne supporte absolument pas ce genre de technologie, et à cause de cela, nous l'avons beaucoup moins vendu que n'importe quel autre, alors que nous avons fait des investissements financiers importants pour sortir cet ouvrage, et on l'a beaucoup moins vendu qu'un autre ouvrage qui est quasiment le même, sauf qu'il y a juste les pistes à télécharger. Il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a rien du tout. Mais parce que on a cette réalité de marché qui est présente. Après, on pourrait partir sur d'autres choses. On peut partir sur l'applicatif aussi, qui nous donne beaucoup plus de marge un bon terrain, mais le problème c'est que la communication sur l'applicatif c'est extrêmement concurrentiel, extrêmement compliqué. C'est Hachette qui avait sorti pareil une application pour apprendre l'orthographe aux élèves.
un peu adapté du monde d'Harry Potter, extrêmement bien, mais c'est pareil, qui n'a pas forcément rencontré son public, parce que nous sommes sur un secteur extrêmement concurrentiel, avec des habitudes d'achat et de lecture qui ne sont pas du tout les mêmes que le livre, et pour laquelle on n'est pas forcément armé. Donc en fait c'est oui effectivement, mais en fait après on reste on est un peu enchaîné à des réalités de marché. On voudrait faire mieux, on voudrait faire plus de choses, mais voilà. Du coup, le numérique, donc on parlait de la confection de livres qui sont des copies un peu, ou sinon des choses améliorées, comme tu l'as abordé, mais il y a aussi d'autres supports. On n'est pas obligé de passer par la lecture pour lire un livre. Franck, vous proposez d'autres services ? Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que le livre audio est là aussi. Alors après, d'une façon plus large, après c'est justement l'accès à du podcast, à du streaming, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une évolution des pratiques, on est sur une évolution des usages sur laquelle on est obligé de réfléchir aussi. Nous, c'est une réflexion alors aussi dans le monde des bibliothèques, en tout cas, qui est assez importante. Alors, autant sur le livre, parce qu'on a cette image très forte et auquel les gens sont extrêmement attachés du livre papier, de l'objet livre. Les gens dans leur grande majorité, c'était les chiffres que tu donnais aussi tout à l'heure qui illustrent ça. On a 75% de personnes qui n'imaginent même pas lire un livre numérique, tout simplement parce qu'il y a cet attachement viscéral au livre papier qui fait qu'on n'a pas envie d'en sortir. Et je pense qu'en effet, le papier, le livre papier en tout cas, a une existence qui n'est pas forcément on n'a pas forcément à craindre la fin de cette existence. C'est pas le cas en effet pour le CD, c'est pas le cas pour la musique, pour le cinéma. On est sur d'autres choses, on est sur d'autres supports, sur des supports dont on voit déjà, pour le CD que il est en voie, en tant que support, en tant qu'objet, il est en voie de disparition. Ça diminue de plus en plus. C'est de moins en moins utilisé en effet, y compris dans les bibliothèques. Alors en Eure-et-Loire, on continue à avoir ce qu'on appelle des fonds de CD qui sont proposés dans les petites bibliothèques, dans les grandes aussi. On a des fonds DVD qui continuent. Alors il y a des pratiques au niveau du DVD qui sont encore très très fortes, beaucoup de réservations, beaucoup d'usages en bibliothèque, parce que l'offre autour n'est pas encore gratuite, en tout cas n'est pas facilement accessible gratuitement. Pour la musique, on voit l'effet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé au point où la pratique d'écouter de la musique sur un CD n'existe quasiment plus. Là, on peut commencer à se le dire vraiment. Et où nous, on commence à avoir de nombreuses bibliothèques qui nous rendent concrètement leurs CD. Ça, c'est depuis 1 an ou 2, qui nous disent on a des CD, mais vraiment, les gens, ça n'intéresse plus personne. Ils passent devant, ça ne les intéresse plus, ils nous les rendent. Donc on est en train de les récupérer au fur et à mesure, on ne sait plus où les mettre d'ailleurs, c'est un peu embêtant, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore d'autres solutions. Enfin d'autres solutions qui nous conviennent en tout cas et qui nous paraissent vraiment acceptables pour l'ensemble de nos bibliothèques. Et ça, il y a un vrai problème qui au final est un problème aussi de pratique bien sûr, mais qui est un problème économique. Voilà, aujourd'hui on n'a pas de ressources à proposer à ces adhérents de bibliothèques qui se disent j'aimerais bien aussi avoir accès à de la musique, mais il faudrait leur proposer quelque chose. Donc c'est vraiment une réflexion en cours qui est assez compliquée, pour le coup assez complexe. Donc merci. Du coup, il nous reste 5 minutes. Si vous avez un petit mot pour conclure sur cette table ronde, Nicolas, sur le transmédia, sur... Ouais. En fait, je pense qu'il faudrait sortir du livre pour la lecture. Et il faudrait mettre lecture au pluriel, puisqu'il y a des lectures. Par exemple, je suis un peu embêtant avec les chiffres, mais la presse, la lecture sur le numérique de la presse, c'est 53% des usages en 2017, clairement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais la lecture, ce n'est pas que lire un livre ou que lire de la presse, c'est aussi écouter un podcast, c'est aussi d'une certaine manière lire. Ou regarder une vidéo, c'est aussi d'une manière lire. Et nos jeunes, là, aujourd'hui, en fait, ils ont des manières de lire qui sont complètement différentes. La meilleure illustration, c'est Snapchat. Quand ils prennent une photo, ils ajoutent du texte et ils ajoutent un émoticône. La photo a un sens, l'ajout d'un émoticône augmente le sens et le texte va le changer encore une fois. Ça veut dire que finalement, c'est la question du langage qui se pose là. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je leur disais toujours, vous faites des figures, j'étais prof de français moi, vous faites des figures de style et vous ne le savez même pas.
Voilà. Ça veut dire qu'ils ont des choses qui sont très littéraires. Sauf que aujourd'hui, nos représentations à nous, elles sont différentes, nous les adultes. Souvent, enfin, il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice qui disait que les jeunes étaient hyper compétents en numérique il y a 10 ans, quoi. Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la question de... C'est pas parce qu'on leur met un livre numérique que ça va les intéresser. Ça ne correspond pas à leurs usages. La question, c'est les usages. Voilà. Quels usages correspondent aux personnes qui viennent? Aujourd'hui, moi, dans mon centre... dans mon atelier Canopée, je ne sais pas tellement ce qu'on va faire dans 5 ans, parce que ça se trouve, on va avoir des jeunes enseignants qui ont 15 ans aujourd'hui, 17 ans, qui ont 25, 26 ans dans 7, 8 ans, et ils vont se dire « Non mais moi, le livre, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand j'apprends sur YouTube. » Au Québec, il y a un jeune qui a 16 ans ou 17 ans qui est rentré à l'université, il a dit « Moi, quand j'apprends sur YouTube. » Il n'apprend pas sur un livre. C'est ça la vraie question. Et pour nous, le défi demain, c'est voilà, comment on fait, alors moi, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour la BDEL, c'est comment on va faire pour apporter une plus-value, pour que nos centres soient vraiment des centres de culture, des centres où on apprend des choses, parce que je crois que c'est ce qui... Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, on parle plus de collection, quoi. Voilà. Comment on apprend, avec quels outils, et nous, en tant que centre de culture et de connaissances, comment on fait, nous, pour amener de la connaissance à tous sur le territoire, dans un territoire qui est l'Eure-et-Loir, qui est très rural, dans lequel il y a un certain nombre de difficultés sociales, et je crois que c'est là notre rôle. Après, la question de l'outil, finalement, peu importe, je dirais, le flacon du moment qu'il y a l'ivresse, peu importe le flacon du moment qu'il y a de la lecture et de l'apprentissage. Voilà. Oui. Alors bon, c'est vraiment vrai, c'est ça, c'est une question d'usage. Le livre numérique n'est pas là pour remplacer le papier ou vice-versa. Je ne pense pas qu'un jour l'un ou l'autre va mourir. Ce qui est sûr, c'est que le livre numérique va continuer à évoluer dans tous les cas, que ça soit dans sa forme, dans son fond. Mais de toute façon, l'idée, encore une fois, surtout pour nous, éditeurs techniques, c'est de transmettre une connaissance et de la transmettre à la rigueur, j'ai envie de dire, même contrairement à Internet, par des gens qui sont qualifiés, des gens qui connaissent leur métier et qui sont vérifiés par un éditeur qui lui aussi connaît son métier. Donc voilà, c'est pour pouvoir transmettre de la connaissance qui, contrairement à ce que peut faire Internet, a été vérifié et a été remis en perspective. Au niveau des usages, c'est ce que je disais, après oui, on peut avoir des débats, mais... Au niveau des usages, moi ce que je disais, c'est que nous, les livres numériques que nous vendons le plus, ce sont des livres photos. Ça peut être étonnant, mais ce sont les livres pour les photographes que nous vendons le plus, parce que justement ce sont des livres qui sont pour des professionnels et qui donc justement savent que nous utilisons des professionnels comme auteurs et qui en plus ont un usage qui leur permet de se dire que quand ils vont en safari faire leurs photos, ils aiment bien avoir tous leurs livres avec eux, donc pour eux c'est pratique. Donc vraiment c'est une question d'usage, et puis voilà, on va voir comment les choses évoluent, mais l'avenir peut nous donner beaucoup de choses grâce au numérique justement. Alors juste pour conclure, oui, je voudrais juste reprendre un sujet qui me paraît vraiment très très important aujourd'hui, dont on a déjà parlé un petit peu, mais voilà, sur cette question aussi de l'inclusion numérique. Alors on utilise plein de mots barbares depuis tout à l'heure, mais voilà, cette question simplement de faire en sorte, encore une fois, d'être sur l'accès, faciliter l'accès pour tous. Le numérique, on va dire, c'est aujourd'hui ce qu'il nous permet. Le numérique en soi ne veut rien dire non plus. Donc on parle d'outils, innovants, voilà, plein de créations, plein d'innovations. J'ai envie de réélargir à plein de choses qui se passent ici d'ailleurs sur le site. Voilà, plein d'idées, plein de créateurs qui sont là, qui ont plein d'idées formidables pour donner un peu plus d'accès, pour faciliter les choses, voilà. Encore une fois, c'est nous, dans tout ce qu'on fait, j'ai l'impression, et on en parlait avant d'intervenir, je crois qu'on est tous dans cette logique, en tout cas, de se dire, on a des usagers en face de nous, et ce qu'on cherche, c'est leur faciliter l'accès, en tout cas. Et si des nouveaux outils numériques nous permettent ça, formidable. Mais encore une fois, le numérique en soi n'a pas d'intérêt. Parfois, c'est des outils numériques, parfois, c'est des vis et un marteau et on fait une palette. Voilà, c'est juste pour peut-être te repasser la main, mais voilà, on n'est que sur de l'outil dans le fond.
Et voilà, ça apporte des choses formidables par contre, avec des contraintes, etc. Et bon, on a que 45 minutes, mais voilà, les débats sont formidables. Et merci d'avoir proposé ça. Merci Franck, merci Maud, merci Nicolas pour vos interventions. Du coup, merci voilà, pour ce débat. C'est vrai que c'est des questions. Le numérique, en fait, c'est pas une fin en soi. Nous, à Beta Machine, dans notre hackerspace, au départ, on était parti bille en tête sur le numérique. Et on se rend compte que le numérique, c'est qu'un quart et que c'est qu'un outil pour la communication, un outil pour imprimer des pièces, un outil pour obtenir des échanges avec d'autres personnes, mais que derrière, après, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient avec d'autres outils et que le numérique n'était pas essentiel. Donc là, mine de rien, même avec le livre, on voit que le livre numérique est un outil supplémentaire, mais ne met pas en péril le livre papier. Donc merci pour vos interventions.